Parmi les indices qui ont les mieux performé ces dernières années, on va citer par exemple le S&P 500, et c'est pour ça que le S&P 500 aujourd'hui, on le retrouve dans la plupart des portefeuilles. Alors soit pour ceux qui font de la gestion passive, on a tout un tas d'ETF qui répliquent le S&P 500, qui est l'indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, mais même ceux qui font du stock picking aujourd'hui sont exposés au marché US et en partie au S&P 500, puisque voilà, si on regarde les performances ces dernières années, il y a une grosse partie de la performance même au niveau mondial qui est issue du S&P 500 et notamment du marché aux États-Unis. Donc avoir du S&P 500 au portefeuille, c'est presque obligatoire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'amusent aujourd'hui à faire du contenu sur Internet pour t'expliquer la meilleure méthode, la meilleure stratégie, la meilleure approche pour battre sur le long terme le S&P 500. La réalité, c'est que si on regarde les études académiques, bah, ça ne fonctionne pas, hein. Les professionnels de la finance et les gestionnaires de fonds qui font du stock picking, qui font du market timing, pour 90 à 95% d'entre eux, bah, ils ne sont pas capables de battre le benchmark, en l'occurrence le S&P 500, sur des périodes supérieures à 20 ans. Donc le fait d'utiliser des stratégies passives comme les ETF, ça se comprend vraiment, et il y a un vrai intérêt à s'orienter vers cette stratégie, encore une fois, quand on regarde les études et tout ce que je viens de t'évoquer précédemment. Et la plupart des méthodes qui t'expliquent aujourd'hui sur Internet comment tu peux battre le S&P 500 en faisant du stock picking et en faisant du market timing, la réalité c'est que ça ne fonctionne pas. Là dans cette vidéo, j'aimerais quand même néanmoins te présenter un papier de recherche, quelque chose de très sérieux, avec un recul justement sur les événements, avec une approche, une méthode et une stratégie qui a fonctionné sur le long terme et qui a permis de manière durable et de manière optimale à battre justement les performances du S&P 500 sur le long terme. Alors c'est pas quelque chose de très simple à comprendre, mais je t'invite vraiment à t'accrocher parce que tu verras que tu pourras retirer vraiment des super perles pour gérer ensuite peut-être de manière plus optimale ton portefeuille sur le long terme. Tout ce que je vais présenter dans cette vidéo sera issu de ce papier de recherche là que tu vois à l'écran. Donc pour tous ceux qui voudront en savoir un peu plus, revenir sur des sources officielles, etc., je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de ce document et de ce papier de recherche. Moi, mon objectif dans cette vidéo ne sera pas de faire une présentation de tout ce qui est expliqué dans ce papier de recherche parce que ça serait bien trop long et pour moi c'est pas forcément le but. Donc mon objectif ici sera simplement de pointer du doigt les informations et les points qui seront les plus pertinents à retenir, et après si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, croiser les informations, encore une fois, libre à vous de revenir directement aux sources officielles en cliquant sur le lien que je vous aurais mis tout simplement dans la description de la vidéo. Dès le début, on nous présente ce graphique là que tu vois à l'écran où on nous montre sur les 25 dernières années les retours sur investissement et les performances des différentes classes d'actifs. Donc en l'occurrence, on va retrouver le S&P 500, le MSCI World en excluant le marché US, donc le marché des États-Unis, Russell 2000, donc qui a un indice qui va plutôt suivre les small cap, les US Small Cap Value, donc tu sais qu'il y a plusieurs catégories quand on investit sur les actions. Il y a les entreprises de croissance, les entreprises value, il y a également aussi les entreprises de rendement avec les versements des dividendes, etc., etc. On va retrouver aussi le private equity, donc le fait d'investir tout simplement dans des startups. Et ensuite, tu vas voir deux autres catégories, les venture capital et le hedge fund. Donc le venture capital, en fait, c'est juste un fonds de capital risque. Tu auras plus d'informations sur comment aujourd'hui ce fonds de capital risque a permis d'avoir des rendements sur 25 ans presque 3 fois supérieurs à celui du S&P 500 sur cette même période. Et même chose en fait sur les hedge funds, comment ils ont été sélectionnés, etc. C'est pas forcément nous ce qui va nous intéresser, mais je te fais quand même un petit résumé là-dessus. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que pour le capital risque, et ce qui explique en fait une grosse majorité des performances que tu peux voir sur ce graphique, contrairement à ceux qu'on observe sur le S&P 500, c'est parce qu'en fait ce capital risque là a énormément pu profiter de la bulle technologique de la fin des années 90, mais depuis ce capital risque a énormément sous-performé sur les autres périodes. Donc ça prouve aussi que des fois on peut capitaliser sur certaines périodes et sur certains événements, quitte à sous-performer par la suite et revenir à peu près sur des niveaux de rendement médian. Mais voilà, en gros, sois pas surpris. Ce que tu vois sur le venture capital et les hedge funds, c'est principalement dû à la capitalisation qu'ils ont pu faire et les actions qu'ils ont pu mettre en place avec la bulle technologique de la fin des années 90, mais nous c'est pas forcément quelque chose qui va nous intéresser dans le cadre en tout cas de cette vidéo. Ce tableau que tu vois à l'écran corrobore pas mal les informations que je t'ai présentées un petit peu plus tôt sur la slide précédente, notamment que tout ce qui concerne le fonds de capital risque. Ce qu'on remarque, c'est que entre 94 et sur les années 2000, ce fonds de capital risque a eu des performances de 70,2%, donc il a énormément profité de l'explosion de la bulle internet. Sur cette même période, on a eu du coup le S&P 500 qui a fait un peu plus de 24%, et le Russell 2000,
plutôt basé sur des entreprises de croissance. Je te rappelle que les entreprises, le Russell 2000, c'est les small caps. Donc là, on va plutôt cibler les small caps de croissance. Sur cette même période, on a eu des performances de 15,7%. Par la suite, on se rend compte que ce fonds de capital risque a à chaque fois sous-performé. Par exemple, entre 2000 et 2003, il y a eu presque moins 38% de rendement sur ce fonds de capital risque contre moins 17,8% pour le S&P 500 et moins 25,1% pour le Russell 2000 plutôt axé sur les entreprises de croissance et ainsi de suite. À chaque fois, tu te rends compte que c'est un fonds qui a sous-performé un simple indice S&P 500 ou même un simple indice Russell 2000. Donc faire attention quand même aux informations à chaque fois qu'on va les analyser. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de se concentrer sur une méthode, une stratégie qui peut nous permettre d'une certaine manière à booster notre portefeuille et éventuellement de surperformer de manière durable les performances classiques d'un S&P 500 et tout ça de manière passive bien évidemment. Donc là, je t'ai remis à l'écran le graphique et les performances du S&P 500 entre janvier 1928 jusqu'à juillet 2023. Et ce qu'on remarque, c'est que malgré les fluctuations qu'on peut avoir sur le court terme, malgré les crises économiques, les guerres mondiales, etc., à chaque fois, depuis le début, le S&P 500 est arrivé à un moment donné ou à un autre à redépasser son précédent plus haut. Des fois, c'est plus ou moins long, comme par exemple lors de l'époque de l'éclatement de la bulle Internet dans les années 2000, il a fallu 12 ans au S&P 500 pour redépasser son précédent plus haut. Mais ce qu'on remarque, et c'est exactement la même chose qu'on est capable de constater sur les marchés financiers, c'est que structurellement, de toute façon, c'est une classe d'actifs qui est structurellement extrêmement haussière et que c'est qu'une question de temps avant qu'on ne dépasse notre précédent plus haut. Attention quand même, à chaque fois, il y a quand même des risques liés à ça. Historiquement parlant, c'est ce qu'on a pu observer et qu'à un moment donné, on a réussi à dépasser notre précédent plus haut. Mais attention, c'est la même chose que ce que j'avais présenté, notamment pour le Dow Jones. Il y a eu des fois où ces périodes-là sont quand même plus ou moins longues. Lors de la Grande Dépression de 1929, par exemple, il a fallu à peu près 25 ans pour le Dow Jones pour redépasser son précédent plus haut, à condition qu'on n'ait pas fait de DCA et qu'on n'ait pas moyenné à la baisse notre prix d'entrée sur cet indice-là. Quelquefois, il faut attendre quand même plus ou moins longtemps avant de dépasser ou d'avoir un cours d'un indice spécifique qui va redépasser son précédent plus haut. Mais globalement, sur cette période-là, le S&P 500 a en moyenne, des fois fait un peu plus, des fois un peu moins, mais en moyenne, il a fait à peu près du 10% par an. Donc l'idée de ce papier de recherche, c'est d'essayer de nous fournir certaines idées ou en tout cas une certaine réflexion à avoir sur des moyens qu'on pourrait mettre en place pour éventuellement essayer de surperformer les performances du S&P 500 sur une période donnée. Donc d'essayer de battre par exemple les 10% moyennés sur le S&P 500 entre 1928 jusqu'à 2023, ce qui est clairement pas simple à faire parce qu'en général quand on regarde ce qui se passe sur internet, souvent c'est un peu des stratégies miracles en nous disant de faire du stock picking, etc. Puis là, de toute façon, la majorité des études montrent que c'est quelque chose qui marche pas forcément, surtout sur le long terme. Ce qui est intéressant en fait, c'est lorsqu'on zoome sur le fonds de capital risque que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt et si on essaye de comprendre à quoi serait due la surperformance ou en tout cas d'essayer d'expliquer sa surperformance à un moment donné, on se rend compte que son allocation de portefeuille était quand même assez différente de celle qu'on pouvait retrouver sur les autres fonds de capital risque qu'on pouvait retrouver sur cette même période. Et en l'occurrence, ce qu'on remarque, c'est que quand on zoome en fait sur le portefeuille de ce capital risque là en particulier, on se rend compte que une grosse partie ou en tout cas une part significative de son portefeuille était allouée sur des actions small cap de type value. Et ça, c'est un point super important parce qu'on va voir que ça va être l'une des clés qui va nous permettre éventuellement d'avoir une surperformance sur le S&P 500 sur le long terme à condition de faire les choses correctement. Donc il a été démontré que les actions small cap de type value ont tendance à surperformer sur le long terme. Là, il y a plein de papiers de recherche, dont certains que je t'ai déjà présentés sur cette chaîne YouTube, qui attestent justement de cette thèse-là. Et depuis 1965, les actions small cap value ont battu le S&P 500 sur 65% des périodes de 3 ans et 85% des périodes de 5 ans, selon les données de French Kenneth et puis également celles d'Eugène Fama. D'ailleurs, cette découverte, elle a permis de contribuer, de faire gagner à Eugène Fama le prix Nobel de l'économie et il y a pas mal d'études justement que je t'avais présentées de ces deux messieurs-là sur ma chaîne YouTube. Donc si maintenant on compare les performances entre les small cap de type growth, donc de croissance, les small cap value, donc les petites capitalisations de type value, les grosses capitalisations de croissance et les grosses capitalisations de type value, sur une période de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans et 50 ans, en fait on se rend compte que sur le long terme, ce qui performe le plus, et on comprend tout simplement pourquoi aussi, on se rend compte que c'est les small cap de type value, c'est-à-dire que sur 50 ans, les small cap de type value ont permis d'offrir un rendement de 15,1%
contre 7,4% pour les petites capitalisations de croissance, 9,8% pour les larges capitalisations de croissance et 12% pour les grosses capitalisations de type value. En fait, les entreprises de type value, c'est des entreprises un peu pépères, bon père de famille, qui vont pas forcément rechercher à faire de la croissance, aller rechercher à récupérer tout un tas de parts de marché différentes. Souvent, c'est vraiment des entreprises, alors je parle plutôt pour des large caps, mais qui vont être bien implantées, avec un business model qui fonctionne bien et qui sont plutôt sur des secteurs défensifs, comme par exemple le secteur de l'alimentation, le secteur également aussi de la santé, etc., etc. Ce qui fait que quand on est dans des périodes de crise ou même dans des périodes de guerre, en fait, on aura toujours besoin de se nourrir, on aura toujours besoin de se soigner, et du coup, c'est des boîtes en fait qui ne subissent pas, comme les autres, les périodes de crise ou de récession économique. C'est pour ça que sur le long terme, c'est des entreprises et des secteurs qui fonctionnent très très bien. Et là, on s'en rend compte justement avec l'étude que je te montre à l'écran, on se rend compte vraiment que les small caps de type value, c'est vraiment quelque chose à détenir sur le long terme parce que ça permet vraiment de booster le portefeuille et éventuellement un portefeuille sur lequel on aurait éventuellement du S&P 500. Donc j'ai décidé de faire un backtesting en utilisant un ETF sur le S&P 500. Donc j'ai pris celui de iShares S&P 500 là, que je te mets à l'écran avec 70% du portefeuille et j'en ai choisi un autre plutôt basé aux États-Unis de SPDR qui va investir sur les small caps de type value. Tu vois, je t'ai mis les infos à l'écran avec 30% du portefeuille et je l'ai comparé à un portefeuille classique 100% axé sur du S&P 500. Et ce qu'on remarque, c'est que sur cette période-là, entre 1993 jusqu'en 2023, donc juillet 2023, on se rend compte que le S&P 500 a bien évidemment très bien performé, mais on a eu une surperformance presque constante du portefeuille 70-30, donc 30% sur des small caps de type value et 70% sur un ETF de S&P 500. Donc d'ajouter en fait des small caps de type value à notre portefeuille, couplé avec du S&P 500 ou même éventuellement un autre portefeuille d'ETF classique, peu importe, on se rend compte que ça permet vraiment de booster notre portefeuille sur le long terme, à condition d'accepter aussi le risque qui va avec et la volatilité. Donc quelqu'un qui aurait investi 10 000 euros au tout début, donc au début des années 92-93, en investissant 70% sur du S&P 500, 30% sur des small caps de type value, et puis pareil 100% sur du S&P 500 sur cette même période. En 2023, la première personne avec le portefeuille 70-30 se retrouverait avec près de 230 000 euros, contre 191 000 pour la seconde personne avec un portefeuille 100% pour le S&P 500. Donc on aurait eu pour le premier portefeuille 11,49% de rentabilité moyenne, donc des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, contre 10,85% pour le S&P 500 sur cette même période. Par contre, attention, on a une volatilité plus importante sur le premier portefeuille, forcément, parce qu'on a ajouté des small caps, donc 16,28% de volatilité contre 15,56% pour le S&P 500. Et également, on a un ratio de Sharpe plus élevé pour le premier portefeuille. Donc ça permet à la fois de booster les performances, d'augmenter notre ratio de Sharpe. Par contre, attention, on augmente aussi notre risque, on augmente notre volatilité, mais on peut ajouter des small caps de type value de manière passive en utilisant des ETF. Là, je t'en ai mis un tout à l'heure à l'écran avec l'ETF de SPDR, mais il y a plein d'ETF de type small cap value qui existent, et des ETF aussi Smart Beta. Je t'en avais parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et sur lequel tu as envie éventuellement de te plonger un peu plus en profondeur, n'hésite pas à jeter un coup d'œil dans la playlist bourse, tu verras, il y aura pas mal d'informations que tu pourras retrouver là-dedans. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur les marchés financiers et si tu veux commencer à faire tes premiers pas efficacement justement là-dedans, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Tu retrouveras le lien dans la barre d'infos. Tu as simplement à cliquer sur le lien que je t'aurai mis, tu rentres ton adresse mail et puis tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.